Bonsoir à tous et merci de suivre l'actualité sur TFM dont voici les titres. Baccalauréat 2012, le calendrier est réaménagé avec une session classique au mois d'août et une autre en appoint pour octobre. L'office du bac se prononce dans ce journal. Baisse du coût du pèlerinage à la Mecque 2012, l'État annonce une réduction du package qui était à hauteur de 2 450 000 francs CFA en 2011. Affaire de la mairie de Guédiawaye, Cheikh Sarr débarqué par la cour d'appel de Dakar. Le maire compte se pourvoir en cassation. Le focus du soir est consacré à la Cour de répression de l'enrichissement illicite, une juridiction d'exception réactivée sous l'ère Macky Sall. Monsieur Massamba Thiam, professeur de droit, sera notre invité. Voilà pour les titres. Papa Blaider, bonsoir. Bonsoir, Ndeye Fatou. Dans l'actu ce soir, il s'agit du baccalauréat avec 2 sessions au choix pour les élèves. Et c'est suite à un réaménagement du calendrier du baccalauréat. Il a été décidé d'organiser pour cette année 2012 une session normale au mois d'août et une session de remplacement au mois d'octobre. Compte tenu des perturbations notées au cours de l'année scolaire, les candidats qui ne se sentent pas prêts pour la session normale ont donc la possibilité d'attendre le mois d'octobre pour passer l'examen. Les précisions du directeur de l'office du bac, Babou Diakham, avec Émile Diouf et Alun Diagne. Le calendrier réaménagé de déroulement des épreuves de la session 2012 du baccalauréat s'établit comme suit. Les épreuves facultatives, la liste A, donc dessin, couture et musique. L'épreuve est prévue le mercredi 20 juin 2012. La liste B, c'est-à-dire les langues vivantes et classiques. L'épreuve est prévue le samedi 23 juin 2012. En ce qui concerne les épreuves d'éducation physique et sportive, la session normale est prévue du mardi 10 juillet au samedi 21 juillet 2012. La session de remplacement qui est habituellement fixée par le jury de PS donc, sera programmée donc, par le président du jury donc, de l'EPS. L'épreuve anticipée de philosophie des séries S et L est prévue le vendredi 20 juillet 2012. Le baccalauréat de l'enseignement secondaire pour les séries T, G et F6 va débuter à partir du lundi 23 juillet 2012. Les autres épreuves, autres que la philosophie, pour les séries S et L, vont démarrer à partir du mardi 7 août 2012. Pour la session de remplacement, elle est prévue donc vers la fin du mois d'octobre et le calendrier sera fixé ultérieurement. Dans ce registre, toujours sur l'éducation, Pablaider, finalement, pas de marche pour les bacheliers non-voyants. Le collectif des bacheliers non-voyants a décidé de surseoir à la marche de protestation initialement prévue ce vendredi. Une décision prise suite à l'intervention de l'État et de bonne volonté. Mais le sit-in est prolongé jusqu'à satisfaction des revendications. Maïmouna Ndiaye leur a rendu visite. Les images sont signées. Diafaraba, reportage. Les bacheliers non-voyants lâchent du lest. Ils renoncent à la grève de la faim ainsi qu'à la marche. Ils comptent tout de même tenir un sit-in prolongé. On a décidé de prolonger la lutte tout en laissant la chance au ministre d'aller rendre compte au président ou à qui elles veulent. Mais en tout cas, nous allons alléger, mais on va camper ici pour continuer le sitting jusqu'à ce qu'elle revienne nous dire que ce ministre a accepté ceci ou cela pour vous. Malgré la médiation de bonne volonté, le problème reste entier. Il n'y a pas eu d'avancée significative. L'année est finie pour l'extérieur, là, c'est pas possible.
Maintenant, ce qu'on souhaiterait, c'est que l'État quand même ouvre des négociations pour qu'on puisse accompagner ces jeunes et trouver des solutions pour l'année prochaine. Mais aussi, là où il y a un point important, c'est que l'État doit se pencher sur la continuité de l'enseignement supérieur pour les élèves non-voyants. Nous avons eu à travailler autour de la loi d'orientation sociale. Ce n'est pas la première fois que je travaille avec ces groupements-là. Et il nous faut aller de l'avant. Donc, il nous faut discuter avec eux et voir quel est le meilleur moyen pour sortir de cette crise-là. Donc, je suis d'abord venue pour leur demander de surseoir à leur grève de la faim et puis que l'on puisse discuter pour voir éventuellement qu'est-ce qui pourrait être fait, tout en ayant à l'esprit que c'est un cas qu'on ne peut pas traiter spécifiquement parce que nous avons des milliers d'étudiants. Nous les considérons comme des citoyens à part entière et de ce point de vue-là, ils doivent bénéficier du même traitement que tous les étudiants. Après 4 jours de lutte, les étudiants non-voyants sont plus que déterminés à poursuivre leur plan d'action. Toujours avec l'éducation, c'est pour parler de Tabouret Agne, professeur de SVT, et Abdoul Khafour Diop, professeur d'histoire et de géographie. Ces deux sont fonctionnaires, des fonctionnaires de l'État donc, et se disent victimes d'injustice à l'issue du concours de l'ENA, concours d'entrée à l'ENA en 2011. Ils estiment que le directeur général de l'institution a falsifié l'arrêté officiel signé par l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, arrêté du 8 mars 2012, qu'il est déclaré admis. Suivons les explications de Tabouret Agne, propos recueillis par Daniel Diouf. Il y avait certaines personnes qui avaient passé le concours, mais qui n'avaient pas rempli les conditions nécessaires pour donc faire ce concours. Donc, grâce au recours d'un candidat, ces candidats ont été enlevés de la liste par le directeur de l'ENA. L'observateur donc l'a interpellé sur ce problème. C'est lui-même qui a dit qu'il a suivi la liste d'attente comme l'exige la réglementation. Et c'est à partir de ce moment que le Premier ministre a pris un arrêté donc pour déclarer définitivement la liste des admis. Il paraît que lorsque la liste est venue, lorsque l'arrêté est venu au niveau de l'ENA, on a caché cet arrêté et on a mis un autre arrêté où nos noms ne figurent pas. Que d'une part, on nous a déclaré admis, on nous a caché l'arrêté que nous déclare définitivement admis. Nous n'avons pas eu connaissance de ça. Et d'autre part, on vient pour modifier encore nos noms pour nous remplacer par d'autres personnes. Donc, en gros, ça nous pose problème. Parce que nous pensons que l'ENA est une école sérieuse. Ce n'est pas au directeur de l'ENA de faire rentrer et de faire sortir qui il veut à l'ENA. Les services du mis en cause ont été saisis par nos soins. L'intéressé est en voyage et ne souhaite plus s'exprimer sur cette affaire. Il s'est déjà expliqué dans les colonnes du journal L'Observateur. Une note de culture avec l'émission La Palette, magazine mensuel de la TFM, qui reçoit une distinction de l'Association internationale des arts plastiques. C'est parce que La Palette est la seule émission de télévision dédiée aux arts plastiques, selon le président de l'association, Khalidou Kassé. Une distinction saluée par le directeur général du groupe Futur Média, Khalidou Kassé, et Mamoudou Ibra Kane, interrogé par Chérif Dia. On a distingué l'émission Palette parce que c'est une émission dédiée aux arts plastiques. Ce n'est pas le journal de la culture. C'est bien de faire le journal de la culture parce qu'il y a le journal de l'économie, il y a d'autres journaux. Mais quand on parle du journal, d'une émission dédiée spécialement aux arts plastiques, aux arts visuels même je peux dire, je pense que ça mérite d'être quand même d'être encouragé. C'est pour cela que l'émission Palette a reçu quand même cette distinction-là. À travers Yaya Diallo, Souleymane, qui est un artiste plasticien talentueux, qu'on encourage pour quand même ces belles initiatives avec la TFM. C'est d'abord de remercier l'Association internationale des arts plastiques d'avoir pensé à nous, et je pense que je peux dire que je tiens entre les mains un trésor. Trésor parce que tout simplement cela symbolise un geste qui vient du fond du cœur de l'Association internationale des arts plastiques. Je dois d'abord féliciter celui grâce à qui TFM a été justement primé. Je pense à notre collaborateur Yaya Diallo. Je pense aussi à ces 24 artistes qui composent l'équipe de La Palette pour la première saison. Depuis plus d'1 an, font ce travail.
Je pense que si l'Association internationale des arts plastiques a pensé à primer TFM, c'est parce que certainement que c'est une émission de qualité. Et ça, il faut saluer le travail, le beau travail des artistes plasticiens autour de Yaya Diallo. Mamoudou Ibra Kane, DG de Futurs Médias, vous aurez peut-être relevé, La Palette est bien une émission hebdomadaire sur la grille de la TFM. Daifatou Niang. Pape Tablaïder, merci à vous. Vous nous revenez tout à l'heure pour la page des sports. À suite de l'incontournable à Guédiawaye, la cité s'est réveillée dans un véritable imbroglio juridique. La Cour d'appel de Dakar vient d'invalider l'élection de Cheikh Sarr à la mairie de cette ville. Le recours intenté remonte à 2011. Cependant, le maire compte bien garder son fauteuil. Cheikh Sarr compte se pourvoir en cassation. Ibou Cissé, Fatou Bintou Konté nous démêle un écheveau assez complexe. Un recours déposé auprès de la Cour d'appel au mois de juin 2011 par un adjoint du maire vient d'annuler l'élection du premier magistrat de la ville. Je l'ai fait parce que vous savez, lors de l'élection du 8 juin, qui devait remplacer le maire défunt Chérif Macky Sall, le préfet Tidiane Diouf avait fait une erreur monumentale. Qui, à mon avis, devait être corrigé et réparé. Alors, parce que Guédiawaye ne mérite pas un maire mal élu. Parce qu'il a mal interprété l'article 104 du code électoral. Alors, l'élection devait se faire en 3 tours. Alors, il l'a limité à un seul tour, confusion avec une confusion avec l'élection du président de la République. Un an après, ce recours a été accepté par la juridiction du second degré. Seulement, M. Thiam explique que sa démarche ne visait point le maire Cheikh Sarr. Je n'avais pas visé le maire, donc c'était entre moi et le préfet. C'était pour corriger le préfet. Parce qu'avant l'élection, on l'avait bien dit. On l'avait bien dit que, monsieur le préfet, vous êtes en train de faire une erreur qui peut être grave et qui peut qui peut aboutir à un maire mal élu. À cette décision de la Cour d'appel, le cabinet du maire compte se pourvoir en cassation dans les prochains jours. S'il y a possibilité de faire un recours, il va de soi que c'est une question de procédure. Et en matière de procédure, il faut aller jusqu'au bout de sa logique. Ce qui signifie que nous sommes dans les dispositions de déposer un recours. Et en tout cas, de voir ce que la justice en décidera. Aujourd'hui, les agents de la mairie suggèrent aux autorités municipales de bien regarder les textes pour éviter de pareilles situations. Sans transition, les pèlerins sénégalais vont pousser un ouf de soulagement sur le package à la Mecque. Cette année, l'État va revoir à la baisse les frais du voyage. Nos compatriotes saluent l'initiative mais disent attendre son effectivité. Pour rappel, le package était fixé à 2 450 000 francs CFA en 2011. C'est un reportage de Fatidien et de Diafaraba. En 2011, le package du pèlerinage à la Mecque était estimé à 2 450 000 francs CFA au Sénégal, une somme jugée trop élevée par les nouvelles autorités étatiques. Elles décident alors de baisser le prix du pèlerinage au lieu saint de l'islam. Que le package payé par le pèlerin sénégalais soit le plus abordable possible et que nous ne soyons pas plus chers, notamment que les pays voisins. Et dès lors qu'une telle directive est donnée, il s'agit d'étudier les moyens de la mettre en œuvre. Les Sénégalais désirant accomplir ce pilier de l'islam deviennent de plus en plus nombreux, mais certains n'y arrivent pas à cause de la cherté du voyage. Les Sénégalais l'ont toujours souhaité. Et l'année dernière, on a vu que le nombre de pèlerins a baissé parce que c'était une somme faramineuse à débourser, compte tenu de ce qui va avec le pèlerinage, parce qu'il faut préparer le pèlerin, ensuite quand il revient, il faut l'accueillir et c'est des dépenses impossibles à supporter. Donc là, c'est un vrai coup d'oxygène qu'il nous donne.
Le gouvernement a également décidé de diminuer le nombre de missionnaires qui accompagnent chaque année les pèlerins. Il y a beaucoup trop de missionnaires, beaucoup plus que nous n'en avons besoin, et qu'il faut donc réduire de façon drastique ce nombre, mais choisir les missionnaires de façon objective, que ce soit des gens qui, au plan de l'efficacité, n'auront aucun reproche. Les Sénégalais interrogés se réjouissent de ces mesures, mais attendent leur effectivité. Fatidien, merci à vous. Nous, avant de recevoir Abdoulaye Der sur ce plateau pour la page des sports, nous parlons du lancement de Djangando, comprenez Apprendre ensemble, une initiative du laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales. Objectif, améliorer la qualité de l'éducation. Les parents d'élèves se réjouissent de cette démarche. Reportage Fatima Ba et Jafaraba. La baisse du niveau des élèves constatée ces dernières années inquiète les acteurs de l'éducation. Ainsi, le programme Djangando Apprendre ensemble en français est mis sur pied pour améliorer la qualité de l'éducation au Sénégal. Le baromètre des apprentissages vise à réaliser un rapport indépendant sur l'éducation avec l'objectif final de participer et d'amener les acteurs à participer à l'amélioration de la qualité des apprentissages. Pour réaliser ce que ces chercheurs de l'IFAN appellent baromètre des apprentissages, des dispositions sont prises. Première innovation, on cherche à savoir, à mesurer les apprentissages, mais nous passons par les ménages, les familles. Deuxième innovation, nous essayons de mesurer l'état de l'apprentissage sur la base des connaissances médians. Et enfin, l'évaluation se veut indépendante et elle se veut base d'innovation. Les parents d'élèves soucieux de l'avenir de leurs enfants saluent cette initiative du laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales. Si nous voulons bâtir cette école-là, il faut qu'on revienne à l'abnégation, à l'esprit de sacrifice, à l'esprit communautaire. Je pense que ce programme-là, c'est pour nous que vous l'avez conçu. Plusieurs acteurs de l'éducation ont pris part au lancement du programme Djangando qui ambitionne de mettre en place un baromètre destiné à l'amélioration de la qualité des apprentissages. Abdoulaye Der, avec le sport roi pour lancer cette page des sports. Le sport roi, Ndeye Fatou, c'est le foot ou la lutte? C'est le foot. Vous n'êtes pas tombé dans le panneau, bravo. Alors, le sport roi, vous l'avez dit, avec l'Olympique de Ngor qui accède en Ligue 1. Large victoire du club du village traditionnel Lébou, 7-1 face à l'Etix. Ce vendredi au stade de Ngor, c'est pour le compte de la 14e et dernière journée de Ligue 2. Donc après 26 ans de traversée du désert, l'Olympique de Ngor retrouve l'élite. L'autre prétendant au ticket, le Niambour, a certes gagné à Louga devant HLM 2-1, mais insuffisant pour dépasser Ngor qui rafle la mise dans la poule A. Confusion dans la poule B, match Stade de Mbour-Port qui n'est pas allé à son terme à Mbour, interrompu par des violences. Les deux équipes étaient directement en concurrence pour le billet qualificatif pour la Ligue 1 dans cette poule B. C'est le Port qui était en pole position avant cette rencontre. Aux instances compétentes de trancher le litige. Pour ce qui est de la 14e journée, le programme avec la Ligue 1 cette fois-ci, dans la poule A, au stade Demba Diop à 17 h. Dès ce samedi, nous avons US Ouakam Duc, et puis au stade Amadou Barry à la même heure, Guédiawaye Football Club GFC, donc face à Gorée. Au stade Alassane Djigo Yakar Djambar de Salut Portudal et à Richard Toll, CSS Linguère. Pour ce qui est de la poule B, AS Pikine Dara, c'est également à 17 h, mais dimanche, tout comme Touré Kunda Dembourg, Casa Sport. Au stade Demba Diop, Niary Tally, AS Douane. Au stade Léopold Sédar Senghor, Jaraaf Yego.
Le Casa Sport, deuxième donc, directement concerné par la lutte pour les playoffs, fait face à Touré Kunda qui n'a plus rien à espérer de cette Ligue 1. Match important donc pour le club sudiste. Mame Fatou Ndoye nous dit comment le Casa a préparé cette rencontre. La disparition de Jules-François Bocondé hante encore les esprits. Le Casa Sport salue la mesure de la Ligue professionnelle d'avoir décalé d'une semaine la 14e journée de Ligue 1. Désormais, l'équipe du Casa prépare avec sérieux son match décisif de dimanche contre Touré Kunda. Touré Kunda, la bête noire de cette équipe casaçaise. Sauf que cette fois-ci, les joueurs n'auront d'autre choix que de chercher la victoire. Deuxième de la poule B avec 23 points, le Casa est sous la menace du Jaraaf et devra batailler ferme pour se qualifier au play-off. Pour Dembara Matandiaï, ses joueurs devront rester concentrés devant Touré Kunda, déjà assuré de son maintien. Personne ne le dit haut, mais tout le staff et les joueurs du Casa y pensent gagner le championnat en hommage à Jules-François Bocondé. Cela passe par cette première étape dimanche à l'occasion du dernier match des phases de poule contre Touré Kunda. La dernière journée également en France avec Montpellier et le PSG en lutte pour le titre. Montpellier de Souleymane Camara tient le bon bout, la finale de la Champions League également. C'est dès ce samedi, le Bayern de Munich reçoit Chelsea. Pour ce qui est toujours de l'agenda, notez les arts martiaux, la nuit des arts martiaux à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est ce vendredi. À noter aussi, dès ce samedi, le gala de lutte organisé par Tiger Productions à Rufisque. C'est en direct sur la TFM. L'Académie CID fête ses 10 ans. Le coup d'envoi des activités qui marquent ces 10 années d'activité ont eu lieu ce jeudi au Terroubi, la fin dimanche à Ngor. Amadou Galafal est le fondateur de l'Académie. Il est avec Sayer Insa Diop. Notre Hoop Forum, c'est un rendez-vous où des personnalités du monde du basket viennent du monde entier pour venir échanger avec nos jeunes au niveau de l'académie et aussi des entraîneurs de la place. On suit le même programme. On a des entraîneurs qui sont venus de partout. On a commencé tout à l'heure par une clinique avec les jeunes athlètes des Special Olympics. Et demain, on a une conférence qui va se faire ici. Nous avons des ambitions d'associer des filles dans ce qu'on fait, peut-être de nous installer dans d'autres régions du pays, continuer vraiment à bâtir sur ce que nous avons pu réaliser en ces 10 ans. Je suis convaincu qu'en restant sur le cap, et aussi en attirant l'attention de toute la communauté, de nos autorités à soutenir ce qui se fait, je pense qu'on va pouvoir faire encore même 100 fois plus. Basket toujours avec ce don d'une valeur de 40 millions de francs CFA. Il s'agit d'un bus pour la Fédération sénégalaise de basket. Le président Baba Tandian a reçu les clés du véhicule ce vendredi. Normes, ce qu'ils nous ont donné. Tout à l'heure, Mme Sag ne voulait pas donner le montant du bus, mais c'est un bus qui avoisine entre les 35-40 millions avec tous les aménagements, parce qu'il y a beaucoup d'aménagements là-dedans, la télévision, DVD, l'Internet, et tout. Il y a d'autres partenariats. Le 24 mai, nous allons inaugurer le centre de la Casa d'Espagne. Donc c'est un programme que nous avons signé il y a 1 an entre la Fédération espagnole de basketball et la Fédération sénégalaise de basket. Et la fondation de la Fédération espagnole de basket a construit un centre où il y a à peu près 6 ou 7 classes d'école et un grand terrain de basket. Et cette école a coûté, si je ne me trompe, la bagatelle de près de 200 millions. Baba Tandian, le président de la Fédération sénégalaise de basket, siffle la fin de ce journal des sports. Ndeye Fatou Niang. Merci à vous, Papa Blaider. Et c'est parti pour le focus de ce soir. L'État dépoussière la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Cette institution, créée depuis 1983 et réactivée par le gouvernement de Macky Sall. Objectif, lutter contre les crimes économiques. Le juge Madiogo Ndiaye est à la tête de cette institution spécialisée. Récit de Ibou Diouf.
Mise en veilleuse après le départ du président Abdou Diouf qu'il avait créé en 1981, la Cour de répression de l'enrichissement illicite refait surface. Cette institution est réactivée par le président Macky Sall qui nomme à sa tête un collège de juges qui va être dirigé par Mandiogu Ndiaye. Cette Cour de répression de l'enrichissement illicite est compétente sur l'ensemble du territoire pour lutter contre les gains faciles, les actes qui portent atteinte à l'économie et qui sont commis par des fonctionnaires. Cette Cour qui existe depuis longtemps dans l'arsenal juridique du Sénégal était jusque-là rangée dans les placards. Sa réactivation va permettre donc de traquer les milliards du pays plaqués à l'étranger. Il demeure qu'en 11 années d'alternance, les crimes économiques entre détournement, mauvaise gestion, prévarication et enrichissement à grande vitesse ont pollué la sphère du pouvoir et l'ingrédient principal est toujours là, impunité. Aussi, les différents dossiers des organes de contrôle de l'État transmis au ministère de la Justice devraient désormais faire l'objet d'une diligence sans faille. Ce serait là un signal fort qui donnerait de la crédibilité à cette cour. Le juge Mandiogu Ndiaye et ses collaborateurs ont pris leur courage à deux mains pour accepter de siéger dans cette cour. Ils savent vers quoi ils vont et ce qui les attend. Aucun cadeau ne leur sera fait et aucune arme ne sera de trop. Beaucoup de dossiers brûlants, très sensibles aussi. Et pour compléter ce focus, nous recevons sur ce plateau M. Massamba Thiam. Bonsoir. Madame Si, bonsoir. Vous êtes professeur des universités agrégées des facultés de droit, mais également avocat du barreau de Paris, c'est bien cela? Bien sûr. Alors, 31 ans après, l'État du Sénégal vient de réactiver la Cour de répression de l'enrichissement illicite. D'abord, quel est ce besoin par rapport à cette démarche? Quel est le besoin pour cette démarche-là? Je tenais d'abord, avant tout, à vous remercier, à remercier votre institution de m'avoir honoré en m'invitant. J'avoue qu'il y a des personnes plus indiquées que moi pour en parler. Mon sentiment, c'est que ça paraît un tout petit peu bizarre d'un seul coup de réveiller cette institution, de la sortir de sa léthargie. Ça paraît un peu surprenant. Mais j'avoue que si ça reste un outil, un moyen de lutte contre la corruption, contre les actes, comme dit la loi, préjudiciables à notre économie, qui portent atteinte aux deniers publics, si ça reste un moyen juridique, quoique difficile, à mon avis, c'est important. Difficile, justement, parce qu'on assiste aujourd'hui à un renversement de procédure. Aujourd'hui, le présumé doit donner des preuves licites. Oui, c'est vrai, en principe, normalement, en règle générale, la charge de la preuve pèse sur l'accusateur. Donc le fardeau de la preuve pèse sur le ministère public. Il lui appartenait, puisque c'est lui qui accuse, d'apporter la preuve de la commission de l'acte. Mais ici, la situation étant considérée comme étant exceptionnelle, c'est la loi qui apporte l'exception en renversant la charge de la preuve, en disant que c'est la personne de justifier le caractère licite de ses revenus, l'origine licite de ses revenus. S'il ne peut pas y arriver, si la justification est insuffisante, c'est à partir de ce moment-là que l'appareil s'enclenche. L'appareil s'enclenche, professeur. Et par rapport à cela, justement, qu'est-ce que vous prévoyez juridiquement comme sanction? C'est-à-dire, si vous parlez de sanction, vous parlez de la sanction de la Cour ou bien de la sanction par rapport à ceux qui ont eu à ranimer cette Cour? Je n'ai pas très bien compris votre question. Justement, c'est la Cour qui prévoit ou c'est ceux qui ont réanimé? Non, non, c'est la loi elle-même. La loi de 81 existait, elle est toujours là. C'est elle qui a créé cette incrimination, qui l'a insérée dans le code pénal à travers l'article 163 bis, et puis qui prévoit des sanctions en même temps. Au cas où on aura déclaré la personne coupable, on aura retenu la constitution de l'infraction. À partir de ce moment-là, la sanction va arriver. Il y a possibilité de remboursement, par exemple? Ah oui, mais bien sûr, puisque il y a d'abord une peine d'emprisonnement et une peine d'amende. De 5 ans, si on se rappelle? Oui, c'est de 5 ans à 10 ans. Et la peine d'amende, elle est elle correspond au montant de la somme qui est considérée comme étant comme appartenant au denier public. Et ça peut même être le double, ce que prévoit la loi. Ça peut être également le double. Bien sûr, c'est ce que dit la loi, la loi de 81. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a été insérée dans le code pénal. Donc elle est sévère, à mon avis, la répression. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que cette cour-là, on peut se fier à son efficacité quand on sait que sous Diouf, ça a fait long feu, pour ne pas dire un feu de paille?
C'est-à-dire que son esprit est formidable et fabuleux, mais la mise en pratique de ce moyen, pourtant nous avons des voies parallèles quand il s'agit de détournement de deniers publics, mais elle se voulait, elle recherchait l'efficacité pour lutter contre la corruption. Mais à chaque fois qu'il s'agit de réunir des preuves, de faire des investigations, d'exploiter des rapports administratifs pour essayer de montrer qu'il y a une anormalité entre la source normale de revenus et aujourd'hui le degré de richesse qu'on a, c'est toujours difficile. Voilà. Alors, professeur, on sait que souvent les lois ne posent pas problème, c'est les hommes. On voit des juges, hein, il faut le dire, qui ne font pas leur boulot, qui suivent souvent l'exécutif. Aujourd'hui, Modjogu, qui est nommé à la tête de cette institution, on le dit aussi, fut impliqué dans une affaire pas très catholique. Est-ce qu'on n'assiste pas à un couac par rapport à l'État qui remet les choses, on va dire, à l'envers? J'avoue que je ne peux pas apprécier cette nomination, juger, essayer d'analyser l'opportunité de cette nomination en essayant de vérifier si vraiment c'était la personne la plus indiquée. Tout ce que je sais, je le dis honnêtement, j'ai confiance en la justice. Nous avons des hommes forts, des hommes très indépendants. Je pense qu'il faut présumer que ces hommes ont parfois leur aussi, place. professeur, influencés par l'exécutif. Hein. Alors, mais on n'a pas la possibilité de dire on n'a pas la possibilité d'apporter la preuve que tel homme n'a pas pu exercer correctement son travail. Je pense que ce qu'il nous faut, et pour que notre appareil de justice fonctionne, c'est d'avoir confiance en lui, en ces hommes qui ont été désignés parce que n'importe qui ne peut être magistrat. À mon avis, si on est désigné, si on est magistrat, c'est parce qu'on a des qualités exceptionnelles, la probité, l'indépendance. C'est une question de vertu. Donc on peut espérer une cour de répression qui va se faire valoir? Oui, pourquoi pas, avec ces hommes. Maintenant, notre problème, c'est justement les difficultés pratiques de fonctionnement. Voilà, il faut y mettre des moyens pour pouvoir y arriver, pour atteindre ces objectifs. Voilà, merci à vous, professeur Massamba Thiam. Je rappelle que vous êtes professeur des universités agrégées, des facultés de droit, avocat au barreau de Paris également. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de l'incontournable. Merci à toute l'équipe technique dirigée par Pierre Da Silva, mais aussi à la réalisation de Ibrahima Khan. À demain, Inch'Allah.